Marseille au début des années 60. Derrière la carte postale de la Méditerranée, des terrasses ensoleillées et du chant des cigales se cache une réalité beaucoup plus sombre. Dans l'ombre des ruelles du Panier, des hangars du port autonome et des villas discrètes des collines provençales, s'organise l'un des réseaux criminels les plus puissants, les plus secrets et les plus lucratifs de l'histoire moderne. Une organisation si parfaite, si tentaculaire, qu'elle va faire trembler Washington et forcer le président des États-Unis à déclarer une guerre totale. Ce réseau porte un nom qui résonne encore comme un mythe absolu du grand banditisme, la French Connection. Pendant plus de 2 décennies, ce système invisible va saturer les rues de New York d'une héroïne d'une pureté inédite et mortelle, transformant des voyous marseillais en milliardaires intouchables et déclenchant une crise diplomatique sans précédent entre la France et l'Amérique. C'est l'histoire d'un duel invisible, d'une machine criminelle industrielle et de la traque obsessionnelle qui a fini par la briser. Pour comprendre comment Marseille est devenue la capitale mondiale de l'héroïne, il faut remonter le temps et plonger dans les cicatrices profondes de l'après-guerre. Dans les années 40 et 50, la cité phocéenne est un carrefour stratégique majeur, un port colonial de premier plan par où transite tout le commerce de la Méditerranée, mais aussi toutes les contrebandes imaginables. À cette époque, le milieu marseillais est dominé de main de maître par des figures légendaires, les frères Antoine et Barthélemy Guérini. Corses d'origine, stratèges hors pair, ils ont bâti leur empire sur le contrôle absolu des réseaux de prostitution, des cercles de jeux clandestins et du proxénétisme de rue. Mais les frères Guérini ont compris avant tous les autres que le véritable pouvoir et la richesse future ne résidaient plus dans les activités traditionnelles du crime de proximité. Le monde change, la mondialisation s'amorce à toute vitesse, et avec elle, un nouveau marché infiniment plus rentable s'ouvre à eux, celui des stupéfiants à l'échelle internationale. La géographie de la French Connection est d'une logique économique et logistique implacable. Tout commence à des milliers de kilomètres de la France, dans les plaines fertiles de Turquie, au cœur du croissant d'or. Là-bas, des milliers de paysans cultivent légalement le pavot pour l'industrie pharmaceutique occidentale, mais une part très importante de la récolte annuelle échappe systématiquement aux contrôles officiels de l'État. La sève de pavot est récoltée à la main, séchée et transformée sur place en une pâte brune, odorante et brute, la morphine base. C'est ici que le génie logistique des trafiquants marseillais intervenit pour la première fois, par des routes terrestres complexes traversant le Liban ou la Syrie, ou par des navires marchands naviguant discrètement sur la mer Méditerranée. Cette matière première brute est acheminée vers les ports de la Côte d'Azur et principalement vers Marseille, cachée au fond des cales. Mais la morphine base brute ne vaut pas grand-chose sans l'élément central qui va faire la fortune colossale de la French Connection, le savoir-faire technique. Pour transformer cette pâte brune en or blanc, c'est-à-dire en une héroïne pure à plus de 98%, il faut des chimistes d'exception, de véritables alchimistes du crime. Et Marseille possède les meilleurs de la planète. Des hommes comme Henri Malvesi ou Joe Césari entrent alors dans la légende noire du banditisme. Joe Césari n'est pas un universitaire, il n'a aucun diplôme de grande école, mais c'est un génie autodidacte de la chimie fine. Dans des laboratoires clandestins de fortune, installés dans des bergeries isolées de l'arrière-pays provençal, des bastides discrètes du Luberon ou de simples appartements de banlieue insoupçonnables, ces hommes manipulent au quotidien des produits hautement inflammables, toxiques et explosifs, comme l'anhydride acétique. Une seule erreur de manipulation, une simple étincelle provoquée par un interrupteur, et tout le laboratoire explose instantanément. Mais ces chimistes marseillais aidaient avec une précision de chirurgien et une régularité de métronome. Tom mais grave. Leur production est tellement pure, tellement blanche, qu'elle devient la référence absolue et incontestée sur le marché mondial. On l'appelle la North American Blend et elle va devenir la signature exclusive de la French Connection. Une fois le produit fini fabriqué en grande quantité, il faut l'écouler rapidement et le marché le plus demandeur, le plus fortuné et le plus vaste se trouve de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. À New York, la consommation de drogue explose littéralement dans les années 60 et la mafia italo-américaine, les puissantes 5 familles, cherche désespérément à s'approvisionner auprès de sources fiables. Un pacte de sang et d'argent est alors scellé entre le milieu marseillais et Cosa Nostra. Des figures majeures du crime américain liées au réseau de Lucky Luciano ou à la redoutable famille Gambino valident la filière française.
Les parrains marseillais fournissent la marchandise de haute qualité avec une régularité parfaite, tandis que les Italo-Américains gèrent la distribution de masse dans les rues sombres de Harlem, de Brooklyn et du Bronx. Les profits générés sont vertigineux, presque irréels. 1 kilo de morphine base acheté quelques centaines de dollars en Turquie se transforme en 1 kilo d'héroïne pure à Marseille, qui sera revendue instantanément des dizaines de milliers de dollars aux émissaires de Cosa Nostra, avant d'être coupé plusieurs fois à la cassonade ou au talc pour générer des millions de dollars une fois distribués à la dose dans la rue. Pour transporter ces tonnes de drogue à travers l'océan Atlantique sans éveiller les soupçons des douaniers, les trafiquants français font preuve d'une imagination débordante et d'une ingénierie surprenante. C'est l'âge d'or des passeurs de la French Connection. Tout est bon pour dissimuler la marchandise interdite. Des voitures de grand luxe américains, comme des Buick ou des Citroën DS rutilantes, sont achetées légalement en Europe, puis leurs carrosseries sont entièrement démontées dans des garages clandestins de Marseille. Dans les ailes, les portières, les doubles fonds des coffres ou sous le bloc moteur, les mécaniciens complices du milieu soudent des réservoirs sur mesure en plomb. Ce plomb est indispensable pour bloquer l'odeur entêtante de la drogue et échapper aux chiens truffeurs des douanes américaines. Les voitures sont ensuite réassemblées, repeintes et embarquées sur des paquebots de ligne luxueux à destination du port de New York. Une fois arrivés sur le sol américain, les véhicules sont récupérés par des complices d'une discrétion absolue qui n'ont plus qu'à découper la tôle dans des ateliers isolés pour extraire les précieux pains d'héroïne. C'est précisément l'une de ces Buick, importée par un homme de télévision français nommé Jacques Angelvin, qui inspirera plus tard le célèbre film hollywoodien mettant en scène la traque menée par les inspecteurs new-yorkais. Mais l'ingéniosité des cerveaux marseillais ne s'arrête pas là. Les parrains du réseau utilisent fréquemment des diplomates corrompus de pays d'Amérique latine ou d'Afrique, dont les bagages personnels ne sont jamais fouillés aux frontières en raison de leur immunité internationale. Ils cachent également la drogue au cœur de cargaisons massives de poissons congelés, dans des lourdes machines industrielles scellées, dans des talons de chaussures pour femmes, ou recrutent des touristes au profil idéal et insoupçonnable, comme des couples de retraités respectables ou des acteurs de cinéma de seconde zone en quête d'argent facile, à qui l'on offre un voyage de rêve gratuit pour les États-Unis en échange du simple transport d'une valise au double fond bien garnie. Pendant des années, des centaines de kilos de drogue passent ainsi chaque mois à travers les mailles du filet américain. L'argent sale coule à flot continu à Marseille. Les parrains locaux investissent massivement leurs gains dans des boîtes de nuit branchées, des hôtels de luxe, des commerces légitimes sur la Canebière et s'achètent une respectabilité de façade tout en arrosant copieusement certains policiers locaux, des magistrats influents et des hommes politiques de premier plan pour s'assurer une impunité totale et durable. Pendant que Marseille s'enrichit et vit au rythme des parrains, New York sombre dans un véritable cauchemar sanitaire, social et criminel. Au milieu des années 60, les autorités fédérales américaines estiment avec effroi que la French Connection est directement responsable de plus de 80% de l'héroïne qui circule de manière clandestine sur leur territoire national. Les overdoses mortelles se multiplient par milliers dans les ghettos, la criminalité de rue explose de façon incontrôlable pour financer les doses quotidiennes des toxicomanes en manque, et les hôpitaux publics sont totalement submergés par cette vague destructrice. À Washington, la colère gronde au plus haut sommet de l'État. Le Federal Bureau of Narcotics, l'ancêtre direct de la célèbre DEA, décide d'envoyer ses meilleurs agents secrets à Paris et à Marseille pour tenter de réveiller la police française et exiger des comptes. Mais au début, la collaboration bilatérale est extrêmement difficile et laborieuse. Pour les autorités françaises de cette époque, la toxicomanie est perçue comme un problème spécifiquement américain, une maladie de la jeunesse d'outre-Atlantique. Tant que la consommation reste marginale sur le sol français et que les règlements de comptes sanglants entre voyous ne font pas trop de vagues dans la presse locale, l'affaire de la drogue n'est pas jugée prioritaire par le pouvoir central. Cette indifférence coupable de la France va finir par provoquer une tension diplomatique majeure et sans précédent historique. En 1969, Richard Nixon est élu président des États-Unis sur une promesse électorale ferme de retour à l'ordre public et de lutte contre le crime. Pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche,
La lutte contre le trafic de drogue international devient une priorité absolue de sécurité nationale. Face à l'inaction manifeste et prolongée du gouvernement français, Richard Nixon décide de taper du poing sur la table de manière spectaculaire. Lors d'un échange diplomatique d'une froideur glaciale, il menace directement le gouvernement français de sanctions économiques sévères, de boycotts commerciaux majeurs et d'un gel total des relations de défense si la France ne détruit pas immédiatement et définitivement le réseau marseillais. Le message américain est clair et net. La French Connection n'est plus une simple affaire de police locale, c'est devenu une crise d'état majeure qui menace les alliances internationales. Pause à brève, la France n'a plus le choix, elle doit réagir avec la plus grande fermeté, et la traque va changer de dimension pour devenir une guerre sans merci. Le véritable tournant opérationnel de cette guerre de l'ombre s'opère au tout début des années 70 avec la nomination d'un homme à poigne qui va devenir le cauchemar absolu du milieu marseillais, le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin. Sous sa direction de fer, la police française modernise radicalement ses méthodes de travail et ses structures d'enquête. Des moyens financiers, humains et techniques colossaux sont débloqués en urgence. La brigade des stupéfiants de Marseille, dirigée par des policiers locaux tenaces et incorruptibles, voit ses effectifs multipliés par 10 en quelques mois. Les écoutes téléphoniques à grande échelle se généralisent sur tout le territoire. Les filatures d'envergure impliquant des dizaines d'agents secrets se mettent en place nuit et jour. Et surtout, la législation française change profondément pour introduire des peines de prison extrêmement lourdes pour les trafiquants de drogue, supprimant définitivement tout espoir de remise de peine ou de libération anticipée pour les parrains de la French Connection. L'un des premiers grands coups d'éclat de cette nouvelle ère policière survient au début de l'année 1972, avec l'affaire restée célèbre du Caprice des Tances navire, un tonnier en apparence totalement inoffensif basé dans le vieux port de Marseille, est suspecté depuis de longs mois par les agents des douanes et de la police judiciaire de servir de transporteur de masse pour l'organisation. Après des mois de surveillance discrète, de filatures maritimes complexes et d'écoutes croisées entre les services de renseignement français et américains, le bateau de pêche est intercepté en haute mer, au large des côtes de la Guadeloupe. Les premières fouilles menées à bord par les douaniers sont d'abord totalement infructueuses, tant la cachette aménagée est d'une sophistication diabolique. Mais les policiers refusent de baisser les bras, ils persistent pendant des heures, démontent entièrement les cloisons de la cale à coups de masse et découvrent, dissimulés à l'intérieur d'une structure massive de béton et de plaques de plomb spécialement coulées pour tromper les appareils, plus de 425 kilos d'héroïne pure de première qualité. C'est à cette date précise la plus grande saisie de stupéfiants de l'histoire policière mondiale. Ce coup de filet gigantesque porte un coup terrible au moral de l'organisation criminelle et valide de manière éclatante la stratégie de harcèlement total choisie par les autorités françaises. Parallèlement à cette pression policière étouffante, le milieu marseillais commence à se fissurer et à s'effondrer de l'intérieur, victime de ses propres démons. L'impunité légendaire des frères Guérini a pris fin quelques années plus tôt, après une guerre interne sanglante et impitoyable contre une nouvelle génération de truands locaux aux dents longues, menée par des figures froides comme Tani Zampa et Francis le Belge. Ces nouveaux parrains du crime, beaucoup plus violents, moins discrets et plus instables que leurs prédécesseurs, commettent des erreurs stratégiques majeures et attirent massivement l'attention permanente des forces de l'ordre sur leurs affaires. Les policiers français profitent habilement de cette instabilité chronique et de cette paranoïa ambiante pour accentuer la pression sur le terrain. Les informateurs du milieu, appelés les indiques, terrifiés à l'idée de passer le reste de leur vie derrière les barreaux d'une cellule de haute sécurité sous le coup des nouvelles lois Marcellin, commencent à rompre la loi du silence, l'omerta marseillaise. Les adresses secrètes des laboratoires clandestins de transformation, autrefois jalousement gardés comme des secrets d'État, commencent à fuiter les unes après les autres. La police traque désormais sans relâche les véritables cerveaux de la filière, les maîtres de la chimie clandestine. En octobre 1972, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants parviennent à localiser un laboratoire de grande envergure installé dans une villa isolée et suspendu sur les hauteurs de la commune d'Aubagne, tout près de Marseille. Lors d'un raid policier spectaculaire et militarisé, les forces de l'ordre surprennent le mythique Joe Césari, le chimiste vedette et irremplaçable du réseau, en pleine séance de préparation d'une nouvelle fournée.
Au milieu des éprouvettes en verre, des fûts d'acide sulfurique, des ballons chauffants et des masques à gaz indispensables pour survivre aux émanations toxiques, les policiers saisissent des dizaines de kilos de marchandises pures prêtes à être expédiées vers les États-Unis. L'arrestation définitive de Joe Cesari sonne le glas et représente un désastre absolu pour French Connection. Sans ces alchimistes de l'ombre capables de réaliser la synthèse parfaite de la drogue, l'organisation marseillaise perd instantanément sa principale valeur ajoutée sur le marché international. Sa capacité unique à produire cette héroïne d'une pureté légendaire et recherchée par toutes les mafias. Pendant ce temps, à New York, les agents spéciaux américains de la DEA et les inspecteurs chevronnés de la police locale ne relâchent pas une seule seconde leur effort de guerre. Ils interceptent un à un les principaux lieutenants de la mafia italo-américaine, coupent définitivement les canaux de financement clandestins et découvrent les caches d'argent massives de la filière française. Le grand procès de la French Connection qui s'ouvre à New York met en lumière devant le public effaré l'ampleur inimaginable du réseau et condamne des dizaines de passeurs, de cadres intermédiaires et de distributeurs américains à des peines de prison à perpétuité sans possibilité de sortie. La célèbre route transatlantique de l'or blanc est désormais totalement coupée, surveillée en permanence par des patrouilles maritimes et des contrôles douaniers stricts.